Alors, je vais céder la parole à Madame Bénédicte Delaunay, professeure à l'Université de Tours. Et je crois que c'est vraiment une orfèvre en la matière à laquelle je cède la parole. Merci beaucoup, François. Un grand merci de m'avoir invité à ce colloque. On a l'habitude depuis longtemps de collaborer ensemble et je suis venue en voisine. Nos deux laboratoires collaborent depuis longtemps. Donc, le laboratoire des collectivités publiques et le LERA, qui a été fondé d'ailleurs par le professeur Gégouzeau et le professeur Bourgeol à l'Université de Tours. Alors, c'est le plaisir aussi de retrouver évidemment des collègues, des maîtres. Bien sûr, donc, je le citais, le professeur Gégouzeau qui a été enseignant à Tours, le professeur Jacot, Jean-Pierre Le Breton, puis également des chercheurs qui m'ont invité sur cette thématique, comme Jean-François Astruillou. Alors, donc, le thème qui m'était confié, c'est le principe de participation du public. Et donc, la question, effectivement, que je me suis posée, c'est existe-t-il donc un principe de participation du public en droit de l'urbanisme ? C'est-à-dire donc un principe selon lequel le public concerné doit être associé au processus décisionnel en matière d'urbanisme. Alors, la notion de public devant être entendue largement et recouvrant, conformément aux conventions internationales et aux directives européennes, tant le grand public, c'est-à-dire les habitants, les riverains, les usagers, que les associations et les organisations non gouvernementales. Et la notion de public concerné, si on se réfère notamment à la Convention d'Aarhus, aux directives européennes, tant le public touché ou risquant d'être touché, que celui qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Alors, à première vue, on est tenté de répondre positivement, évidemment, à la question posée. Le souci d'associer les habitants au projet d'aménagement urbain est en effet constant depuis les lois de décentralisation. La concertation a été inscrite dès 1985 dans le Code de l'urbanisme, au fameux article L300-2, comme une obligation procédurale, avant l'élaboration des principaux documents d'urbanisme et de toute opération d'aménagement importante. Ces projets sont ensuite soumis à une enquête publique, conçue depuis la réforme de 1983, non seulement comme un outil de protection des propriétaires, mais également comme un outil de participation du public aux décisions d'aménagement. La participation du public revêt évidemment dans ce domaine une importance particulière, compte tenu de l'impact des décisions sur le cadre de vie des habitants. Elle répond également à une demande des associations, notamment d'être associées au processus décisionnel, mais aussi, on le sait, au souci d'obtenir leur adhésion, de désamorcer des conflits et de renforcer la légitimité des décisions prises. Toutefois, le principe de participation du public n'a jamais été consacré comme un principe général du droit de l'urbanisme. Alors, du fait notamment, on y reviendra, mais des réticences à reconnaître un droit du public à participer aux principales décisions et à imposer aux autorités locales une obligation générale de concertation préalablement aux décisions. Ces réticences expliquent notamment que la procédure de concertation obligatoire de l'article L300-2 soit peu encadrée et que son champ n'ait pas été étendu en fait lors des dernières réformes. Alors, comme cela a été dit, le droit de l'urbanisme contraste effectivement à ce sujet avec le droit de l'environnement, où la participation et l'information du public ont été consacrés comme des principes fondamentaux au plus haut niveau pour les décisions ayant une incidence sur l'environnement. Mais le droit de l'environnement a créé évidemment une véritable dynamique, le professeur Gégouzeau l'a rappelé, qui a inévitablement, évidemment, des retombées importantes en droit de l'urbanisme. Ce dernier, on le verra, étant donc soumis désormais à ces principes indirectement, et ce dernier partageant aussi nombre de procédures, évidemment, avec le droit de l'environnement. Bien que le droit de l'urbanisme ait été préservé, le risque est toutefois qu'il apparaisse comme un droit à la remorque du droit de l'environnement dans ce domaine, un droit notamment ayant perdu toute capacité d'initiative dans ce domaine.
Donc on peut s'interroger sur l'opportunité d'affirmer le principe de participation du public comme un principe de gouvernance du droit de l'urbanisme et d'élargir le principe consacré donc en droit de l'environnement aux décisions susceptibles d'affecter le cadre de vie. Question que je me poserai. Et donc, si le principe de participation du public est en effet un principe implicite en droit de l'urbanisme, son absence de consécration a des conséquences sur les dispositifs mis en place, que je verrai dans une première partie. Et sa reconnaissance aurait donc, comme je l'ai dit, une valeur hautement symbolique et permettrait de faire progresser la participation du public dans les processus décisionnels. Le contexte n'y est toutefois pas favorable, c'est ce que nous verrons dans une deuxième partie. Alors, l'absence de consécration du principe de participation du droit du public en droit de l'urbanisme. Le principe de participation du public est néanmoins un principe sous-jacent en droit de l'urbanisme, ce que nous verrons en premier lieu, mais c'est un principe contenu du fait notamment de l'attachement des élus à leurs prérogatives, ce que nous verrons en second lieu. Alors, un principe sous-jacent, effectivement, la recherche d'un urbanisme concerté remonte assez loin. Elle remonte à la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, qui a posé le principe d'une élaboration conjointe des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols par l'État et les collectivités territoriales, et créé un nouveau régime de réalisation des opérations d'aménagement, les zones d'aménagement concertées. Mais cette concertation concernait principalement à l'époque les collectivités publiques et les maîtres d'ouvrage publics et privés. Donc, c'est dans le cadre de l'acte 1 de la décentralisation que la concertation du public avec le public est devenue obligatoire et a été introduite à l'article L300-2 par la fameuse loi de 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement. Cette ouverture répond à l'époque à la préoccupation d'associer les habitants aux décisions d'aménagement dans le cadre notamment de la démarche des projets de quartier et d'accompagner aussi d'un contrôle démocratique les transferts de compétences aux élus locaux en matière d'urbanisme. Donc, cette réforme va compléter très utilement, en 1985, la réforme qui avait été opérée 2 ans plus tôt par la fameuse loi Bouchardot et qui consistait donc à réformer les enquêtes publiques pour qu'elles ne soient plus seulement un outil de protection des propriétaires, mais aussi un outil de protection de l'environnement et de participation donc, du public aux décisions. Donc, 10 ans après la loi fondatrice du 2 mars 1982 en matière de décentralisation, donc en 1992, la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République va faire du droit des habitants à être informés des affaires de la commune et à être consultés sur les décisions qui les concernent un principe essentiel de la démocratie locale, donc codifié à l'article 2141-1 du Code général des collectivités territoriales. Une décennie encore plus tard, 1992, la loi du 27 février 2002, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi du 1er août 2003 relative au référendum local vont enrichir le dispositif mis en place. Précisément, la mise en œuvre du principe de participation à l'échelon local est assurée donc par la création de procédures nouvelles ou la réforme de procédures plus anciennes, alors que le principe de participation soit donc exprimé explicitement ou qu'il soit implicite, comme dans le domaine plus spécifique de l'urbanisme. Donc, des procédures ont été introduites progressivement en droit de l'urbanisme pour assurer la participation du public, un nombre croissant d'opérations étant soumises à celle-ci. Si je remonte un petit peu en arrière, en fait, dès le milieu des années 70, des prérogatives ont été reconnues, vous le savez, aux associations
alors les associations locales d'usagers et puis également les associations agréées de protection de l'environnement. Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, les secondes associations sont d'ailleurs appelées à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement. Alors, la loi de 1985 a ensuite élargi en fait, le champ des personnes associées en amont des processus décisionnels, ainsi que la durée et l'objet de la concertation, et ce qui est très important, rendu obligatoire cette concertation. Donc, cette concertation va associer pendant toute la durée d'élaboration des projets les associations locales, mais aussi les habitants et les autres personnes concernées. Elle devient donc, à partir de 1985, une étape de l'élaboration des projets d'aménagement. Par la suite, son objet va être élargi, alors par la loi SRU, à l'élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, et également aux projets d'aménagement urbain réalisés à l'initiative de l'État. Alors, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une procédure spécifique au droit de l'urbanisme, régie par le seul code de l'urbanisme, à l'inverse de la plupart des autres procédures de participation du public qui sont en fait communes au droit de l'environnement et régies par le code de l'environnement. Et la procédure L300-2 est restée d'ailleurs cantonnée donc au droit de l'urbanisme, sauf en ce qui concerne les plans de prévention des risques technologiques, pour lesquels en fait, le code de l'environnement renvoie à l'article L300-2 depuis 2003. Alors, par comparaison, le champ, par exemple, des enquêtes publiques régi par le Code de l'environnement est beaucoup plus large. Donc, c'est qu'il a été élargi en 1983 par la loi Bouchardot aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement et donc au plan d'occupation des sols à l'époque et au schéma directeur. Mais puis, en 2000, donc par la loi SRU, à tous les principaux documents de planification en matière d'urbanisme. Et depuis la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, il coïncide, à l'exception notamment des AC, qui ne sont pas soumises à enquête publique, avec celui des études d'impact et des évaluations environnementales. Donc les SCOT et les PLU font l'objet, comme les projets d'aménagement urbain les plus importants, à la fois d'une concertation pendant la durée d'élaboration du projet et d'une enquête après que le projet a été arrêté par le conseil municipal. Certaines autorisations d'occupation du sol, les plus importantes, sont également soumises à enquête. Donc on voit finalement une soumission très large du domaine de l'urbanisme à ces procédures de participation. Mais néanmoins, c'est ce que je chercherai à montrer en deuxième lieu, dans cette première partie, c'est un principe contenu du fait des réticences à développer la démocratie participative et en droit de l'urbanisme. Donc un principe contenu. Les principes, on l'a dit, les principes énoncés par le Code de l'environnement n'ont pas été repris dans le Code de l'urbanisme, le législateur n'ayant pas posé en droit de l'urbanisme de grands principes destinés à l'encadrer. Et le principe de participation ne figure pas aux articles qui ont été cités, l'article L110-1 et l'article L121-1. Le principe de participation du public en matière d'urbanisme n'a jamais été affirmé, de même, je le disais dans l'introduction, qu'une obligation générale de concertation avant donc l'édiction des principales décisions. En fait, le législateur s'est vraiment abstenu de le faire en 1985 et de même en 1995 également. La participation en fait, du public n'était pas au centre des réformes opérées en droit de l'urbanisme, contrairement au droit de l'environnement. La concertation de l'article L300-2, comme je l'ai dit, concerne en fait tous les acteurs du processus de décision, dont les maîtres d'ouvrage, et pas seulement le public. Et le dispositif a été vraiment conçu pour se concilier avec le nouveau principe de libre administration des collectivités territoriales. Alors, les réformes récentes ont évidemment amélioré de manière significative le dispositif de participation du public, en assurant notamment un meilleur lien entre les procédures de concertation et d'enquête, en obligeant le maître d'ouvrage à prendre
en considération les observations du public. Mais par exemple, la procédure de concertation de l'article L300-2, qui est vraiment la procédure phare en droit de l'urbanisme, est restée en fait peu encadrée et peu contrôlée. Une ordonnance récente, l'ordonnance du 5 janvier 2012, afin de tenir compte de la jurisprudence, a précisé les modalités de cette procédure. Elle a précisé que les modalités de la concertation doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives à celui-ci et de formuler des observations. Mais en fait, les modalités de la concertation restent librement définies par les autorités locales et le législateur, notamment, n'a pas imposé la présence d'un tiers garant, comme c'était notamment suggéré par la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs. En fait, la désignation de tiers garants, qui peuvent constituer donc une garantie importante pour les procédures de participation du public, n'a été prévue par la loi donc ENE, Engagement national pour l'environnement, que pour les concertations organisées par les maîtres d'ouvrage, à la demande de la Commission nationale du débat public, à la place d'un débat public sur des grands projets d'intérêt national. En outre, le législateur a pris soin de limiter, on le sait, s'agissant de la procédure de l'article L300-2, les répercussions contentieuses des irrégularités commises dans ce cadre. Et donc, limiter les répercussions contentieuses des irrégularités commises sur les décisions postérieures. Il y a en fait une préoccupation constante, on le sait en droit de l'urbanisme, de maîtriser les conséquences contentieuses des procédures de participation du public. Alors, seule l'enquête publique échappe en fait à ces verrous contentieux, mais on le sait, elle a un caractère assez tardif et trop tardif dans le processus décisionnel, ce qui n'empêche pas qu'elle soit considérée par le Conseil d'État comme une comme une procédure suffisante de participation du public. Donc il serait souhaitable, c'est ce que proposait notamment le professeur Jean-Claude Hélin, qu'elle soit intégrée dans un processus continu de concertation, placé sous le contrôle d'un garant. C'est également ce que suggérait le professeur Yves Jégouzou. Alors, les limites de la concertation en droit de l'urbanisme imposent de s'interroger, ce serait l'objet de ma deuxième partie, sur la consécration d'un principe commun au droit de l'environnement et au droit de l'urbanisme. Alors, le droit de l'environnement a créé une véritable dynamique. Nous reviendrons un petit peu sur celle-ci quand même dans une première sous-partie. Mais en fait, les résistances à l'affirmation d'un tel principe en droit de l'urbanisme restent fortes. Comme je le disais dans l'introduction, c'est ce que nous verrons donc en second lieu. Donc, il y a évidemment une dynamique créée par le droit de l'environnement. L'approche environnementale, en fait, est très différente de celle du droit de l'urbanisme. Elle fait vraiment de l'information et de la participation du public, on le sait, des principes fondamentaux, non seulement pour démocratiser les décisions publiques, non seulement par idéal démocratique, mais aussi parce qu'on estime que ce sont des outils, en fait, de protection de l'environnement et qu'il faut impliquer les citoyens pour, justement, qu'ils protègent l'environnement. Donc, ces principes, vous le savez, ont été affirmés en fait, dès les années 1990 par la déclaration de Rio, ensuite la convention d'Aarhus, et repris par les directives européennes. Et puis, donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ils ont été ensuite consacrés au niveau constitutionnel à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont donc confirmé leur valeur constitutionnelle et la compétence du législateur pour en définir les conditions et limites. Le législateur les a en fait intégrés dès 1995, je reviens un petit peu en arrière, dans le Code de l'environnement, à l'article L110-1, parmi les principes généraux du droit de l'environnement. Et cette disposition a ensuite été enrichie à 2 reprises par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et puis 10 ans plus tard, par celle du 27 décembre 2012, pour notamment distinguer le principe de participation du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement, le préciser et le mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement. On insiste ainsi, on le voit, à une élévation du fondement
du niveau des fondements normatifs. Autrefois, en fait, les règles de procédure administrative relevaient du domaine réglementaire, sauf lorsqu'elles s'imposaient aux collectivités territoriales. Là, il fallait l'intervention du législateur. Désormais, les fondements des procédures participatives sont, on le voit, législatifs, internationaux et même constitutionnels. La participation du public est donc requise pour les projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement. Alors, la notion d'environnement étant définie par l'article L110-1 du Code de l'environnement comme recouvrant notamment les espaces, les ressources, les milieux naturels, les sites, les paysages. Toutefois, bien sûr, c'est dans le cadre des lois, et c'est ce qui est dit à l'article 7 de la Charte, c'est dans le cadre des lois qui en définissent la portée que le principe s'applique. Il dépend donc étroitement des dispositifs législatifs qui ont progressivement développé les procédures de participation. Mais précisément, ce principe a généré donc de nombreuses réformes législatives et réglementaires des procédures de participation communes au droit de l'environnement et au droit de l'urbanisme, impactant bien sûr ainsi indirectement le droit de l'urbanisme. Alors, l'impact sur le droit de l'urbanisme est effectivement important, puisque, afin de mettre les procédures en conformité avec le droit international et européen, ainsi qu'avec la Charte de l'environnement, il y a eu donc un vaste mouvement de réforme entrepris pour réformer les procédures régies par le Code de l'environnement. Les améliorer, en créer également de nouvelles pour pallier leurs insuffisances. Donc, création en 1995 pour les grands projets d'intérêt national de la procédure du débat public, réformée en 2002 et beaucoup plus légèrement en 2010 par la loi ENE, réforme par cette loi et ses décrets d'application de l'enquête publique, notamment sur les propositions donc, du professeur Yves Jégouzot et de ses corollaires, l'étude d'impact, l'évaluation environnementale, création par cette loi, en l'absence de procédure particulière, d'une procédure supplétive de participation du public aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Et pour parfaire l'édifice, suite notamment aux censures du Conseil constitutionnel, la loi du 27 décembre 2012 et l'ordonnance du 5 août 2013, toute récente, ont élargi donc le champ de cette procédure supplétive aux décisions non individuelles ayant une incidence sur l'environnement de toutes les autorités publiques et créer une procédure pour les décisions individuelles également ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, donc à l'article L120-1. Donc, comme l'a très bien montré d'ailleurs le professeur François Prié, on assiste ainsi à une application médiate en droit de l'urbanisme des principes généraux d'information et de participation du droit de l'environnement. Cette environnementalisation du droit de l'urbanisme n'est bien sûr pas nouvelle, puisque la protection de l'environnement est devenue un de ses objectifs prioritaires à partir du milieu des années 70, mais elle a été facilitée par l'évolution du droit de l'urbanisme, qui n'a plus seulement pour fonction, on l'a rappelé tout à l'heure, d'encadrer l'occupation des sols, mais également de permettre une gestion de l'espace dans un objectif de développement durable. Donc, la consécration constitutionnelle de la Charte de l'environnement l'a renforcée, puisque la constitutionnalisation des principes généraux du droit de l'environnement a fait échec en fait au principe d'indépendance des législations, et ces principes sont applicables donc en matière d'urbanisme. Le droit de l'urbanisme est donc ainsi soumis désormais aux exigences de la participation du public indirectement par l'intermédiaire des dispositions du droit de l'environnement. Il devient évidemment difficile de les dissocier, les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'environnement étant étroitement imbriqués. Le droit de l'urbanisme n'est plus dans le seul code de l'urbanisme. Il faut s'habituer donc continuellement à le croiser avec le droit de l'environnement. Toutefois, afin d'afficher plus clairement les ambitions du droit de l'urbanisme, nous pensons qu'il faudrait consacrer plus largement le principe de participation du public. Nous pensons en effet, comme notamment, je vais encore vous citer, mais le professeur Yves Jégouzot ou le professeur Jean-Claude Hélin, qui a beaucoup écrit sur ce sujet,
que la participation des citoyens ne doit pas être un domaine réservé au droit de l'environnement et aux hypothèses donc où effectivement le droit de l'environnement interfère avec le droit de l'urbanisme. L'association en fait des citoyens à la définition de leur cadre de vie étant non seulement légitime mais nécessaire comme en droit de l'environnement pour justement assurer la protection et faire contrepoids, enfin la protection du cadre de vie et faire aux intérêts économiques. Il serait donc souhaitable que le principe de participation soit affirmé dans le Code de l'urbanisme et que le Code de l'urbanisme intègre les procédures de participation du public tout en renvoyant au Code de l'environnement. Ce qu'on l'a dit, seule la procédure de l'article L300-2 y figure. Une seconde voie pourrait consister, comme le suggérait notamment le professeur Hélin, afin d'éviter notamment le risque de redondance, à dépasser la distinction droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, et à reconnaître de manière plus large un principe de participation aux décisions susceptibles d'affecter son cadre de vie. Conformément notamment aux propositions du Conseil d'État dans son rapport public 2011, les principes directeurs en matière de concertation pourraient figurer dans une loi code et plus précisément dans le futur code des relations entre l'administration et le public, pour lequel le gouvernement a été habilité par la loi du 12 novembre 2013. Donc, code qui renverrait pour les règles spécifiques au code de l'environnement et de l'urbanisme. Toutefois, comme je le disais, ce que nous montrerons enfin, l'affirmation d'un principe général de participation au droit de l'urbanisme se heurte à l'heure actuelle à des résistances. Les résistances donc à l'affirmation d'un principe général en droit de l'urbanisme. Le droit de l'urbanisme, d'abord, est une discipline nationale et discipline qui n'est soumise en fait aux exigences internationales et européennes de la participation du public, contrairement au droit de l'environnement, que par l'intermédiaire du droit de l'environnement. En vertu de ces dispositions, la participation du public, et en vertu des dispositions constitutionnelles, bien sûr, la participation du public n'est obligatoire donc que pour les décisions ayant une incidence sur l'environnement, voire une incidence directe et significative sur l'environnement. Cela explique notamment les réformes très restreintes des procédures de concertation liées aux réticences à développer les contraintes procédurales. Réforme très restreinte des procédures de concertation, j'ai évoqué rapidement cette question tout à l'heure, mais pour revenir simplement aux réformes très récentes, notamment à la loi du 12 juillet 2010, Engagement national pour l'environnement, et à l'ordonnance du 5 janvier 2012. Donc là, la première loi tend, on le sait, effectivement, à développer le champ de la concertation en dehors du droit de l'urbanisme pour les projets d'intérêt national et en dehors du Code de l'urbanisme. Pour les projets d'intérêt national dont la Commission nationale du débat public est saisie facultativement, le maître d'ouvrage doit indiquer les modalités de la concertation qu'il s'engage à mener si la Commission n'est pas saisie. En outre, la loi officialise la faculté offerte à toute personne responsable d'un projet, d'un plan, programme ou décision entrant dans le champ des enquêtes publiques de procéder à une concertation préalable à défaut de dispositions particulières prescrivant un débat public ou une autre forme de concertation. Mais cette concertation est facultative et elle n'est pas encadrée par la loi. Comme nous l'avons vu, l'ordonnance du 5 janvier 2012 opère une réforme très limitée de la procédure de concertation prévue par le Code de l'urbanisme, l'article L300-2. Le rôle en fait, de l'enquête publique et le rôle central de l'enquête publique est confirmé. Alors avec un petit bémol, puisque la tendance actuelle est également de substituer aux enquêtes publiques pour des projets réputés mineurs une procédure moins contraignante de mise à disposition du public du dossier, qui comporte également la possibilité pour le public de déposer, de consigner ses observations sur un registre, mais sans l'intervention d'un commissaire enquêteur et sans tout le formalisme de la procédure d'enquête publique. Les procédures de mise à disposition du public ont tendance à s'étendre. Par exemple, dans le domaine de l'urbanisme, depuis la loi du 17 février 2009,
Donc, cette procédure s'applique pour les rectifications d'erreurs matérielles, pour les procédures également simplifiées de modification des PLU. C'est prévu donc à l'article L123-13-3 du Code de l'urbanisme. L'ordonnance du 11 juin 2009 l'a également prescrite pour les autorisations simplifiées d'enregistrement des installations classées, lorsque les dangers peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales ministérielles. Ceci est prévu par le Code de l'environnement. Et le Conseil constitutionnel n'a pas jugé contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement cette procédure de mise à disposition. Puis, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est allée encore un peu plus loin en donnant une base législative aux dispositions réglementaires antérieures et en a fait une procédure de droit commun pour les projets nécessitant une étude d'impact ou une évaluation environnementale en l'absence d'enquête ou d'une autre procédure de consultation du public, prescrite par des dispositions législatives. Alors, on assiste en fait, comme ça a été souligné par de nombreux auteurs, à un double mouvement en droit de l'urbanisme, mais également en droit de l'environnement. Alors, un double mouvement en droit de l'urbanisme, effectivement, d'un côté, une hyper-réglementation, alors sous l'influence notamment des préoccupations environnementales, et puis de l'autre, une tendance à la déréglementation pour privilégier les projets dans une optique libérale. C'est ce que notamment les professeurs Solaire-Couteau et Élise Carpentier, qui est ici, qualifient de schizophrénie latente du droit de l'urbanisme. Et en ce qui concerne les procédures de participation, plus spécifiquement, eh bien, parallèlement effectivement au développement et au perfectionnement des procédures participatives, les pouvoirs publics ont cherché à échapper aux contraintes qu'elles génèrent et à restreindre la portée des irrégularités dont elles peuvent être entachées, comme je l'ai dit, afin notamment de limiter les contentieux et sécuriser les opérations d'urbanisme et d'aménagement. On retrouve également à l'heure actuelle cette tendance en droit de l'environnement. Dans un contexte de crise économique, on le sait, les préoccupations environnementales et les garanties procédurales tendent à passer au second plan, dans un souci notamment de relance de l'activité économique. Et cela a été bien dit lors des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Lors de ces États généraux, la complexité excessive des règles a été mise en cause, de même que l'allongement des procédures, du fait notamment de l'application du principe de participation et également de la multiplication des objectifs poursuivis par le droit de l'environnement. Le ministre de l'écologie a annoncé d'ailleurs que les réformes à venir seraient fondées notamment sur le principe de proportionnalité des contraintes procédurales aux enjeux environnementaux. Et on sait qu'il y a plusieurs projets de simplification, notamment des études d'impact et des évaluations environnementales, ainsi que des autorisations administratives qui s'appuient sur ce principe, justement, de proportionnalité des contraintes procédurales aux enjeux environnementaux. Mais, comme cela a été souligné dans un édito du professeur Gégouzot à la JDA, ces réformes devront évidemment se concilier avec les exigences environnementales, issues notamment du droit européen et également d'un autre principe qui est énoncé par le ministre, le principe de non-régression, qui figure au nom des principes d'action. Alors, le droit de l'urbanisme, néanmoins, n'est pas soumis, comme je le disais, aux mêmes contraintes que le droit de l'environnement, qui est une compétence de l'Union européenne. La reconnaissance du principe de participation et les réformes qu'elle a engendrées ont été imposées, en fait, en matière d'environnement par le droit international et européen. Et la forte mobilisation des associations et des organisations non gouvernementales lors du Grenelle de l'environnement n'aurait sans doute pas été suffisante, d'ailleurs, pour impulser cette démocratie environnementale. Le mouvement, comme je l'ai dit d'ailleurs, est d'ailleurs retombé face à des préoccupations contraires. Maintenant que les réformes destinées à se mettre en conformité avec les normes internationales, européennes et constitutionnelles ont été effectuées,
les perspectives d'évolution semblent assez limitées en matière de participation. D'autant plus que la principale préoccupation est à nouveau de prévenir et simplifier le contentieux de l'urbanisme pour accélérer les projets de construction. Donc la consécration, je terminerai là-dessus, la consécration par le législateur, consécration explicite par le législateur du principe de participation du public en droit d'urbanisme ou d'un principe général de participation du public aux décisions susceptibles d'affecter son cadre de vie semble très incertaine. Pourtant, l'accent est mis à nouveau, dans le cadre de la politique de la ville, sur la nécessaire participation des habitants. Le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 27 novembre, qui sera soumis au Sénat, fait, je reprends les termes qui figurent dans le projet de loi, de sa co-construction avec les habitants un élément central de la méthode. Mais ce n'est pas la première fois que c'est affirmé. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cet exposé qui donc montre notamment ce phénomène que j'avais moi-même remarqué de principes qui s'autogénèrent en quelque sorte, parce que s'agissant du principe de participation, là vous venez d'évoquer le principe de proportionnalité, et cela apparaît très clairement dans le texte des articles L120-1 et suivants du Code de l'environnement à la suite de leur modification par l'ordonnance du mois d'août dernier. Enfin, pourrait-on dire, on pose un principe, mais en tenant compte des caractéristiques des collectivités publiques qui vont devoir en faire application. D'où l'idée, je crois, très, très intéressante de cette proportionnalité des obligations procédurales qui doivent peser sur les collectivités publiques. Ce qui veut dire qu'il n'est souvent pas, pas possible de présenter totalement l'application d'un principe sans faire référence à un autre qui vient ou le corriger, le préciser et lui donner finalement sa portée effective.